Bonjour, Monsieur Kamel Daoud. Bonjour. Bienvenue à l'Institut français d'Oslo, de Norvège plus spécifiquement. Nous sommes ravis de vous avoir accueilli depuis hier dans le cadre d'une conversation publique que vous avez eue à Littérature russe, qui a fait salle comble. Vous avez pu discuter devant 300 personnes qui étaient capables aussi de suivre une conversation en français. Quelle impression en avez-vous eu ? L'impression d'un intérêt vif pour les intellectuels ou les écrivains qui viennent du sud, de l'autre côté de la Méditerranée, et puis l'impression aussi d'une curiosité tout à fait légitime, parce que, étant donné l'actualité, étant donné un petit peu l'actualité littéraire, l'actualité de l'art et l'actualité médiatique tout court. Donc c'est une impression, alors sans tomber dans la langue de bois, c'est une impression de satisfaction. Vous finissez une tournée en Norvège après avoir été en Suède et au Danemark. Est-ce que vous avez pu noter des similitudes ou des différences par rapport à l'approche de vos lectorats dans ces trois pays vis-à-vis de votre œuvre ? Effectivement, je voyage aussi en tant que journaliste. Je suis un prédateur de l'actualité aussi. Je cherche des sujets, je cherche des différences, je cherche des pensées à transcrire, à écrire, à utiliser en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'écrivain. Et en arrivant vers l'Institut, j'étais en train de réfléchir à cette petite différence justement. Et je me posais la question qu'on écoute l'autre à travers ses propres préoccupations, à travers ses propres peurs. Au Danemark, on me posait des questions sur la burqa, parce qu'une loi est en train d'être adoptée pour interdire la burqa, et sachant que j'étais un intellectuel qui vient de l'autre côté du mur, les gens étaient curieux de connaître mes réponses à propos de ce sujet. Sachant aussi un petit peu le rapport qu'a le Danemark avec les religions, les églises, toutes sortes d'églises, et cette tolérance, plutôt cette acceptation des différences de principe qui est au Danemark. Donc on arrivait à interdire un signe ostentatoire, comme on dit, religieux, ça les met un peu mal à l'aise. Donc on me posait des questions autour de ce sujet. J'arrive à Oslo, en Norvège, les premières questions sont sur la langue. Quel est le rapport à la langue? Qu'est-ce qu'une langue officielle? Pourquoi on choisit une langue et pas une autre? Et je découvre peu à peu que c'est un grand sujet aussi en Norvège. Quelle langue parler? Quelle est la langue souveraine? Et donc ce sont des différences qui ne sont pas liées à l'histoire, mais aussi aux préoccupations immédiates des personnes dans chaque pays. On interroge celui qui vient de loin par rapport à ses propres peurs. On a pu s'apercevoir que dans le public, vous aviez aussi des compatriotes algériens qui étaient présents et ils vous ont attendu pour pouvoir discuter avec vous, que ça leur tenait à cœur, ils avaient été patients pour pouvoir avoir cette conversation. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant ou c'est une spécificité de la Norvège ? Que tout d'un coup vous répondiez à une demande aussi forte de conversation? Non, ça arrive tout le temps. Il y a une diaspora algérienne un peu partout, plus concentrée en France, moi en Espagne, moi en Italie, et encore moins dans les pays du Nord. Mais j'ai fait des tournées aux États-Unis par exemple, au Canada, en Europe, en Asie aussi, et en Afrique subsaharienne, et c'est toujours la même chose. Les Algériens en exil ressentent une sorte de déficit d'image positive. Ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un, ou à une sorte de success story, ou à une voix qui puisse se réconcilier un petit peu avec la douleur de l'exil. Et donc ils ont besoin d'un lien. Et quand arrive un écrivain ou un intellectuel qui pour eux est une image très positive, il y a d'abord toujours un sentiment de fierté. Ils se sentent représentés mieux que par les actualités tragiques. La deuxième des choses, ils arrivent à rencontrer ou à attendre, plutôt ils veulent rencontrer et attendre quelqu'un qui a les bons mots pour expliquer aux Norvégiens, aux Danois, aux Suédois ou à d'autres un petit peu leur propre monde. Peut-être parce que eux, ce n'est pas leur métier d'expliquer, que de trouver les mots justes et les phrases justes. Il y a aussi une profonde détresse chez les Algériens. Ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, en quoi croire. Ils ont besoin d'espoir. Et voir un écrivain, un journaliste, quelqu'un qu'on dit engagé, ça les pousse un petit peu à donner des raisons plus solides à leurs espérances. Donc ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous considérez
vous percevez donc de manière très forte que vous avez une position emblématique par votre statut d'écrivain et de journaliste en Algérie et pour les Algériens. Il est difficile de répondre par la positive sans tomber dans la vanité, mais effectivement, l'intellectuel au Sud a cette fonction-là quand il défend les libertés. Ces gens exilés sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus supporter l'oppression. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui défend la liberté, ils sentent le besoin de se regrouper autour. Donc il y a une fonction militante de l'intellectuel. Elle n'est pas propre à ma personne. Il y a d'autres gens qui représentent beaucoup mieux, qui se sacrifient beaucoup plus que moi pour cet idéal de liberté, d'acceptation des différences. Mais c'est aussi le cas de certaines époques d'histoire. Et des écrivains dans les années 40-50 qui venaient du froid, qui incarnaient et qui avaient la même fonction un petit peu par rapport aux diaspora et par rapport à tous ceux-là qui partageaient plus ou moins la liberté un peu partout. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez au-delà du mur. Je dirais plutôt qu'il y a une mer, par la rigueur, qui peut vous séparer, mais vous considérez que c'est une mer solide. La mer n'est pas vue de la même façon au nord comme au sud. J'ai écrit un texte à propos de ça justement. Au nord, c'est un lieu où on cherche à se débarrasser de son corps, où on bronze, plutôt où on retrouve son corps, où on bronze, où on jouit de son corps, du soleil, de la lumière. De l'autre côté, c'est l'endroit où on veut se débarrasser de son corps, c'est un endroit que l'on veut traverser. C'est le début du monde, alors que pour les Occidentaux, c'est la fin de leur monde. Du côté du Sud, c'est le moment où on fournit le plus d'efforts pour partir, nager dans une chaloupe, en clandestin dans un bateau. De l'autre côté, c'est le moment d'oisiveté, mérité. C'est le moment des vacances au sens étymologique du terme. Donc il ne s'agit pas de la même mer, il ne s'agit pas de la même Méditerranée. Donc de l'autre côté, c'est une frontière. Alors que du côté du nord, c'est une porte, c'est une fenêtre ouverte. C'est vraiment le monde qui s'élargit incroyablement quand on quitte un petit peu le circuit fermé du métro, du boulot et du dodo. Donc on va vers la mer et c'est immense. Alors que pour nous, c'est le pays qui est une prison et la mer c'est un mur. Dans les personnages de vos romans, il y a aussi une recherche de liberté. Ce sont des personnages qui sont en marge, parfois malgré eux, et qui sont dans le questionnement permanent. Est-ce que chaque écrivain normalement met un peu de lui-même dans les histoires qu'il raconte? Par rapport à Zabor, par exemple, le dernier personnage, vous considérez que vous avez mis beaucoup de vous-même un peu dans votre alter ego écrivain fictif? Absolument, c'est ce que j'appelle moi une autobiographie fabulée. On est dans des sociétés collectivistes où le nous prime sur le je, ce qui est le contraire un petit peu de la société occidentale. Le seul moyen de juger de ce nous, d'avoir un regard critique, c'est s'en détacher. Et dès que vous vous en détachez, vous êtes dans une position d'abord de masse et de traîtrise par rapport à la loi de la collectivité. Et donc vous êtes un peu soit mal considéré, soit considéré comme le mouton noir, le mouton rebelle, soit considéré comme le traître aussi, comme l'outsider. Et cette position, elle est nécessaire pour mieux juger de sa propre société. Si vous ne vous éloignez pas du tableau, vous n'avez pas une vue d'ensemble et une vue de détail sur le tableau. Donc, on retrouve ce personnage de marge un peu partout, éparpillé dans la littérature du monde qu'on appelle arabe, depuis 3 décennies à peu près. Donc, c'est un personnage qui est là, qui est en train de juger des autres qui le jugent en même temps. Cet effet miroir est très présent. Ce Zabor n'a pas encore été publié en Norvège, donc normalement l'année prochaine, vous devriez revenir pour nous parler de ce nouvel opus, ici en tout cas. Est-ce que pour vous, le fait de partir 6 mois de l'année sur les routes fait partie aussi de votre cheminement d'écrivain ou c'est Absolument. Je pense que la plus belle chose qui me soit arrivée personnellement, c'est cette possibilité de voyager. Vous n'en avez pas conscience parce que vous avez des passeports norvégiens ou américains ou occidentaux, mais ce n'est pas le cas pour nous. Le monde n'est pas offert. Le monde est clos et fermé. Et pour moi, j'ai conquis ma liberté. Non pas celle de s'exiler, mais celle de pouvoir voyager où je veux. Et le monde m'est offert. Il y a une très belle citation de Saint-Augustin qui est sublime, qui disait que le monde est un livre et celui qui n'a pas voyagé n'en a lu qu'une seule page. Et j'ai cette chance de pouvoir voyager. Mais en même temps, au-delà de cette raison du voyage nourricier,
il y a une fonction de passeur. L'actualité n'est pas le bon moyen pour comprendre autrui. On le sait tous. On le sait quand on couvre des événements qui sont hors de vos territoires et de vos terres, mais aussi quand on couvre les événements de la ville voisine. On sait que l'actualité est un prisme difformant, il n'est pas suffisant. Je pense qu'il est essentiel de faire passer des mots, d'aller à la rencontre des gens, d'écouter des questions, de faire rire, de faire redécouvrir à l'autre notre propre humanité et puis de transmettre l'humanité de l'autre, celle des gens d'ici, aux gens de là-bas. Il n'y a pas mieux que le voyage pour miser son corps et pour rencontrer le corps d'autrui. Ça, c'est très important. Je pense que beaucoup de choses commencent à nous séparer. Les distances, les frontières, les visas, les préjugés les uns sur les autres, les phobies des uns et des autres, les rejets, la peur. Et dans tout cela, il faut qu'il existe des gens qui puissent faire passer des mots, rencontrer, sourire, partager un repas et restituer un petit peu le souvenir de ce que nous sommes tous, l'humanité. Est-ce que vous percevez un lien particulier avec un genre littéraire norvégien, donc Knut Hamsun pourrait être la figure de proue? Je ne peux pas vous répondre avec honnêteté parce que je ne connais pas beaucoup la littérature norvégienne. Je suis un lecteur sauvage. Je n'ai pas découvert les livres en fonction de mes désirs, mais en fonction de leurs désirs à eux. Je veux dire, les livres venaient. Je lisais dans le désordre. Je n'avais pas accès aux livres physiquement. Les bibliothèques sont très rares à l'époque, c'était très rare à l'époque. Les librairies encore moins, et le pouvoir d'achat, on n'en parle même pas. Donc je pouvais lire le tome 2 à 11 ans, le tome 1 à 17 ans et le tome 3 à 33 ans. Donc je n'ai pas eu la chance de découvrir les livres tels que je le voulais. Il y a des grandes figures de pensée, de réflexion et de littérature sur lesquelles j'ai envie de revenir. Mais j'essaie de trouver du temps pour cela. Eh bien écoutez, la prochaine fois, j'espère qu'on pourra en discuter plus avant. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous voudriez répondre et qu'on ne vous a jamais posée? On m'a posé tellement de questions que je ne me souviens plus de celles qui manquent au catalogue. Il y a des très belles questions, genre qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, qu'est-ce que ça vous a enlevé d'écrire et d'être connu, d'être médiatisé. Et c'est vrai que ce sont des questions qui parfois me poussent à réfléchir sur ma propre vocation. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Je ne sais pas. Mais j'aime les questions. J'aime les questions directes et crues parce qu'elles me poussent à réfléchir. Je réfléchis toujours à haute voix. On me pose cette question aussi qui est très intéressante. Est-ce que vous n'êtes pas lassé que l'on vous pose toujours les mêmes questions là où vous allez? Eh bien, effectivement, je varie mes réponses. J'essaie de trouver quelque chose de neuf. Quand je sors d'une rencontre, je sors toujours avec 3 ou 4 idées que je viens de découvrir. La formulation peut-être des mêmes idées, mais autrement. J'essaie de trouver du neuf dans la routine des autres. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'être ici et nous pensons que nous serons encore heureux de vous accueillir l'année prochaine si vous avez l'occasion de revenir parmi nous. Je le ferai. Merci.